En caricaturant un peu, on pourrait dire qu'il y a une première période qui court du gallo-romain au médiéval, qui est marquée par une forte promiscuité dans la ville entre humains et animaux. Alors il y a une anecdote qu'on aime beaucoup parce qu'il nous semble qu'elle révèle plusieurs choses. C'est celle du roi tué par un cochon. C'est le jeune roi Philippe qui en 1131 rentre de chasse et son cheval trébuche contre un cochon. Le roi tombe et meurt suite à ses blessures. Et donc ça va être le moment où on va légiférer pour la première fois sur la présence des animaux dans la ville et pour réguler et ordonner leur présence. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir que malgré ces premières lois, en fait, elles seront très difficilement appliquées, car difficilement applicables, tant cette promiscuité est quelque part inhérente à l'élevage et à l'abattage. Il faudra attendre un l'édit royal de 1534 pour réellement qu'une réglementation plus sévère et plus appliquée permette une régulation plus forte de la présence animale en ville. Et donc cette anecdote, elle nous semble intéressante parce qu'elle montre qu'il y avait une présence presque entremêlée et chaotique de l'animal, mais aussi parce qu'il y avait une nécessité de se nourrir et dans une promiscuité forte. Et puis elle montre aussi tout à coup un point de basculement où on décide de légiférer pour mettre un peu d'ordre. Et cette animalité, on voit que, pour caricaturer un peu, mais à la Renaissance, elle tend à disparaître et l'animal est certes toujours très présent, mais il est présent en étant sous contrôle. Et c'est ce que va affirmer particulièrement, de manière particulièrement saillante, la période industrielle où, quelque part, la place de l'animal est toujours sous une forte maîtrise. L'animal au travail est là, présent. La ville industrielle, c'est la ville aux 80 000 chevaux. Paris est porté par cette présence animale, mais toujours sous contrôle humain. Finalement, je pense qu'un des imaginaires aussi de la ville, disons que ce serait presque plutôt un imaginaire à déconstruire, c'est que la ville parfaitement lisse, qui est faite pour des hommes avec attaché-caisse et qui est voilà, tout à fait propre, maîtrisé, les façades brillantes, rutilantes. Quelque part, c'est cet imaginaire-là peut-être qui est en confrontation avec la présence animale. Et on voit aujourd'hui que finalement, surtout sur des questions de biodiversité, la nécessité pour les bâtiments de penser des lieux d'accueil de la petite faune, que ce soit par des anfractuosités ou autres, on voit à l'échelle opposée, à l'échelle territoriale, que la question des trams est aujourd'hui largement un enjeu reconnu par toutes et tous. Et on voit même à des échelles intermédiaires que de plus en plus on réfléchit à des lieux existants, que ce soit des cimetières, que ce soit les friches ou autres, dans cette réflexion sur la place de l'animal et de la petite faune en ville. Et on voit finalement que dans la manière dont on pense la ville et son développement, à des toutes petites échelles, comme je l'évoquais avec les anfractuosités, donc ces petites cavités souvent dans les façades dans lesquelles peuvent se réfugier petite faune, enfin, les insectes et autres, et ben, on voit que sont mis en place et s'affirment de plus en plus des réflexions sur la prise en compte de ces autres habitants de la ville que sont les animaux. On est venu à cette exposition et à ce sujet de l'animal par une autre exposition qu'on a faite précédemment en 2017 au Frac Centre. Cette exposition s'intitulait « Dessiner le monstre moderne ». Et pour la monter, on a d'abord réalisé un entretien avec Bruno Latour sur cette figure du monstre. Bruno Latour, dans ses textes, parle de plusieurs manières de cette entité qu'on a du mal à penser. Le monstre, c'est un peu la figure par excellence de l'altérité. C'est une forme qu'on n'arrive pas à comprendre, justement, à intellectualiser. Il a parlé des hybrides, par exemple du changement climatique, de choses qui sont à la fois humaines, à la fois naturelles et qui du coup sont difficilement interprétables et maîtrisables par la pensée moderne. Après cette exposition, on a cherché à des objets d'étude, des objets qui nous permettaient, dans des termes plus architecturaux, dans des situations plus concrètes que l'on pouvait mieux nous appréhender avec nos outils, voilà, des situations qui nous permettaient de regarder cette place de l'altérité. Et finalement, on s'est tourné vers l'animal et on a essayé de comprendre justement et d'observer toutes ces situations d'interaction entre nous et l'animal. C'était un point qui était très important pour nous quand on a construit l'exposition.
toujours se référer à la question architecturale et de poser la question de la place qui est donnée à l'animal et comment est-ce qu'on gère cette place par un ensemble de dispositifs, que ce soit les grilles, les murs, les portes, les changements de niveau. Tout cet ensemble de typologies, de seuils qu'on a observé au cours de notre recherche historique et que l'on pense aujourd'hui qu'il serait intéressant de mobiliser dans le cadre d'une réflexion pour une ville qui ménage une juste distance entre l'animal et nous pour qu'on puisse cohabiter sereinement.